Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité Info7. Nous sommes là pour décortiquer l'actualité de la semaine et merci de continuer à faire confiance à Congo Télévision, la chaîne haute définition. Sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir pour vous Pascal Machimba, député honoraire et membre de la FDCA de Modeste Bahati-Lukwebo. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et un plaisir de vous recevoir sur ce plateau Info7. Alors, comment allez-vous? Je vais bien, madame. Député honoraire, mais qui a été élu en 2023, puis après, vous avez vu votre siège récupéré par quelqu'un d'autre. Madame, élue en 2023 dans la circonscription électorale de Dimbelingue avec des voix écrasantes, mais le siège m'a été ravi à la Cour constitutionnelle. Et je ne cesserai de dénoncer cette injustice qui n'a pas de sens, qui a fait mal à autant d'autres collègues et camarades. Qui a fait mal? Très mal, maman. Est-ce que vous avez des personnes qui vous en veulent? Non, mais non. Ou vous êtes la cible de certains politiques? Ou c'est juste un jeu politique, si je peux le dire? Non, le jeu politique, oui, ça peut être le cas, mais ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle de notre pays ne s'est jamais passé nulle part ailleurs. Comment voulez-vous? Le cas qui me concerne, j'ai eu à opposer à la même Cour ces preuves légales, les avis du ministère public. Le même ministère public, au contentieux électoral, le ministère public dit que mon challenger n'a présenté aucune preuve. Et c'était qui votre challenger? C'était l'ex-ministre de l'Intérieur, Kankonde. Ah, Kankonde. Oui. Et au niveau de la réparation de l'erreur matérielle, le même ministère public, la même Cour dit que dans le dossier de Kankonde, il n'y a aucune preuve. Dans la Cour, vous avez donné raison? La Cour me donne raison. Alors, comment est-ce que vous ne siégez pas? Mais c'est la question qu'on se pose. Comment on peut invalider quelqu'un sans preuve? Comment on peut dire le droit et condamner quelqu'un sans preuve? Et voilà pourquoi, lorsque nous avons saisi l'Union interparlementaire, alors, je veux rappeler que vous n'étiez pas seul. 18 députés qui ont saisi l'Union interparlementaire au-delà de frontières de la République démocratique du Congo. Et qu'en est-il à ce jour de cette démarche? Oui, lorsque nous avions estimé qu'au niveau de notre juridiction, la plus haute juridiction du pays, qu'il y a eu franchement du cafouillage. Une déception totale pour vous? Oui, du cafouillage, ce qui est une honte du cafouillage. Parce que s'il y a des institutions, mais pas cette institution. Mais pour nous, c'est la décision de la Cour. Et quand c'est la décision de la Cour, on la respecte comme telle. Parce que c'est ce que la loi dit. Mais si vous aviez respecté cette décision, oui, pourquoi vous êtes allé saisir l'Union interparlementaire? C'est notre liberté. Respecter la décision de la Cour ne veut pas dire qu'on doit l'accepter. Okay. Nous avions contesté cette décision au niveau de la Cour. Et ayant trouvé que la Cour n'a pas pu réparer, c'est comme ça que nous sommes allés au niveau de la communauté internationale. Nous avions saisi la plus grande juridiction qui a son siège à Genève. À Genève, nous avions saisi le droit de l'homme, des parlementaires de l'Union interparlementaire. Et là, après avoir examiné le dossier de chaque député qui avait déposé sa plainte, la Cour a pris une décision provisoire. Laquelle? Le comité plutôt de droits de l'homme de l'Union interparlementaire a pris la décision à considérer que 18 députés ont été invalidés injustement. Ah, 18 députés ont été invalidés injustement. Oui. Ok. Et dans le lot, Pascal Machimba? Oui, il y a par exemple Robert Koloba, il y a... Et Maître Kabengele, je pense qu'il était aussi dans Maître Kabengele aussi,
a été sur la liste des 18 députés. Réhabilité. Réhabilité par l'Union interparlementaire. Et pour le moment, la décision est au niveau de sa formalisation parce que au mois d'octobre ici, il y aura l'Assemblée générale de l'Union interparlementaire et cette décision sera coulée en forme de la chose jugée pour être exécutée au niveau du gouvernement congolais. Élection de 2023, nous sommes aujourd'hui en 2025, 18 députés réhabilités au niveau de l'Union interparlementaire. Comment ça va se passer? Parce qu'à l'Assemblée nationale de la RDC, nous avons déjà 500 députés qui siègent. Non, mais c'est la justice. Quand la justice rend son jugement, on doit l'exécuter. Ça veut dire que c'est au niveau du gouvernement. Vous voyez pourquoi le président de la République insiste pour une justice vraie? Justice équitable. Le président de la République, il s'est dit souvent malheureux de constater les choses et il ne fait qu'insister, il veut une justice vraie. Et on a entendu dire une justice, notre justice. La justice de la RDC, bien sûr, est malade. Mais le président de la République a dit qu'on a... Cette justice est malade, pas d'aujourd'hui, madame. Elle est malade de plusieurs années. Elle est malade depuis plusieurs régimes. Voilà pourquoi le chef de l'État a dit la justice malade. Et du coup, elle ne peut pas guérir comme par baguette magique. Et ça va, mutatis mutandis. Mais ce qu'il faut dire est que la décision de l'Union interparlementaire, parce que notre pays est partie prenante, notre pays a adhéré à ce regroupement de toutes les assemblées parlementaires du monde. Les décisions de cet organe international sont d'application au niveau national. Donc c'est une façon de dire qu'au-delà des frontières, à Genève, on sait que 18 députés siègent au Parlement de la RDC. Donc ces 18 députés ont été favorisés. Parce que on vous a donné raison là-bas, à Genève. C'est ça la justice. Lorsque la justice au niveau national, notre pays a recouru aussi aux instances internationales lorsqu'on trouve que la justice n'a pas été respectée. Notre pays, ce qui a été fait par les hommes n'est toujours pas parfait. Alors, on s'est rendu compte que le jugement, les décisions de la Cour constitutionnelle sur les dossiers de députés invalidés, c'est que ces décisions n'étaient pas conformes. Voilà pourquoi la communauté internationale, à travers le Comité des droits de l'homme de l'Union interparlementaire, a reconnu que ces députés ont été invalidés injustement. Alors, parce que vous avez été invalidé injustement, il faut vous réhabiliter. Alors maintenant, comment ça va se passer? Pascal Massimba va reprendre son siège à l'Assemblée nationale et Gilbert Kankondé va repartir. Comment ça va se passer? Où la RDC va siéger sur le 500, on aura 518 députés. Dites-nous comment ça va se passer. Non, c'est pas ça la procédure. Quelle est la procédure? La procédure sera telle que, comment dirais-je, mais on paye le pot cassé, non? Donc, la République doit payer les 18 députés? La République doit payer le pot cassé. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que la République doit trouver solution à cela. En faisant quoi? Ah oui, ça c'est au niveau de la République. Au niveau de la République. Mais vous, qu'est-ce que vous attendez de cette République? Parce que vous avez été invalidé injustement. Nous attendons être réhabilités dans nos droits. Donc, vous voulez siéger à l'Assemblée nationale? Ça, c'est ce que nous... Madame, quand vous êtes réhabilité, c'est pour accéder à vos droits. La rentrée parlementaire déjà annoncée pour le 15 septembre prochain. Ouais. Donc Pascal Massimba attend à aller siéger à l'Assemblée nationale. Mais j'ai dit que la décision de l'Union interparlementaire sera coulée, formalisée plutôt au mois d'octobre prochain, à Genève, parce qu'il y aura l'Assemblée générale. Et après octobre, donc vous devrez retrouver votre siège. Lorsque la décision a été formalisée,
le pays, la République démocratique du Congo, doit prendre ses dispositions pour la mise en application de cette décision. Voilà. Est-ce qu'il y a un sort qui peut être réservé à la justice de la RDC dans ce droit? C'est juste une question. Madame, ce sont les pratiques qui se font dans le droit. Lorsque la justice n'a pas été respectée à un niveau, on peut la faire respecter à un autre niveau. Ça, c'est courant. Donc, on ne vous a pas favorisé là-bas? En fonction de quoi? En fonction de quoi? Parce que là on a regardé que le droit. Là, c'est juste le droit. Qu'est-ce que les 18 députés ont fait là-bas pour qu'ils soient réhabilités? Vous étiez au nombre de combien déjà? Je crois qu'il y a eu 40 députés invalidés. Sur les 40, on a donné raison à 18 députés. Disons, est-ce que les autres avaient saisi l'union interparlementaire? Je ne sais pas. Mais du moins... Vous êtes partis en groupe ou de manière... Non, il y a eu ceux qui l'ont fait en groupe. Il y a eu le groupe de Maître Kabengele. Il y a eu aussi, moi j'y suis allé personnellement, ça dépend quelqu'un de la manière dont il a saisi l'union interparlementaire. Madame, Messieurs, prenons à présent ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine et on se retrouve juste après pour un autre débat. Venant du territoire de Moueka, dans le Kasaï, l'alerte nous informant d'une fièvre hémorragique. Alors chaque fois qu'on nous informe d'une fièvre hémorragique, nous mettons immédiatement les mesures de riposte en marche parce que tout simplement, les fièvres hémorragiques sont souvent malheureusement causées par des virus très très mortels. En l'occurrence, le virus d'Ebola. Et donc, c'était le samedi que nous avons été alertés. Nous avons essayé que notre avion arrive le lundi à Chikapa, mais c'était compliqué parce que le temps n'était pas mauvais. Mais mardi, nos équipes... pas bon. Le temps n'était pas bon, mais mardi, nos équipes étaient déjà arrivées et nous avons effectivement reçu mercredi les échantillons qui ont été prélevés et nous avons malheureusement la confirmation que c'est Ebola. Alors, l'histoire commence avec... une jeune dame de 34 ans qui se présente à l'hôpital général de Boulapé, donc dans le territoire de Moueka, avec une grossesse de 34 semaines, mais aussi une grosse fièvre, de la diarrhée avec du sang et des vomissements avec du sang. Et à l'hôpital, au bout de quelques heures, elle a du sang qui sort par le nez et par la bouche, et surtout, elle entre dans ce qu'on appelle, nous, une défaillance multiviscérale. C'est-à-dire tous les organes commencent à être défaillants. Et elle décède quelques heures plus tard. 4 jours plus tard, l'infirmière qui l'a reçue et le laborantin qui a fait des prélèvements, eux aussi, tombent malades, présentent les mêmes symptômes et malheureusement décèdent. À ce jour, nous avons 28 cas recensés. Sur les 28 cas recensés, nous avons eu 15 décès. Et pour les 15 décès, on a 14 dans la zone de santé de Boulapé, 1 dans la zone de santé de Moueka, parce qu'il y a une zone de santé de Moueka. Et voilà la situation à ce jour. Et nous avons, grâce aux échantillons reçus, pu identifier le virus. Et ce matin, nous avons pu avoir le séquençage, c'est-à-dire vraiment déterminer le type de virus. Donc c'est un virus Ebola de ce qu'on appelle la souche Zaïre, parce qu'il y a d'autres souches, comme la souche Soudan. Et donc nous avons une résurgence d'une épidémie d'Ebola avec la souche Zaïre. Et au total, depuis que cette maladie est connue dans notre pays, ça fait 16e épidémie. Voilà la situation aujourd'hui de cette maladie. L'école de frères maristes, institution Bobokoli implantée depuis 1956 à Mbinza-Delvaux dans la commune de Galema à Kinshasa, a reçu ce vendredi 6 septembre 2025 la visite de l'équipe du service national conduite par le lieutenant général Jean-Pierre Kassomo Kabouik
Dans une cérémonie rehaussée par la présence de plusieurs autorités locales, du comité des parents et des membres de la comité éducative, l'établissement s'est vu doté de 1000 bancs pupitres. Cette action s'inscrit dans le cadre de la campagne présidentielle « Aucune école sans banc en RDC » mise en œuvre par le service national. Personne ne peut continuer à supporter que dans un pays couvert de forêts, pays où des grumes sillonnent nos routes pour finir sur des mers et traverser nos frontières, que des enfants de ces pays étudient assis à même le sol. C'est pour renouer les relations entre l'école et l'État que le président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a instruit le service national de contribuer à l'amélioration des conditions d'accueil et d'études des élèves congolais. Le service national, par la vision de son créateur, a été chargé d'encadrer les jeunes Congolais afin de les engager à la reconstruction et au développement du pays. Pour remplir cette mission, le service national ne laisse pour compte aucune catégorie de jeunes. La preuve, c'est que l'encadrement de la jeunesse désœuvrée permet aujourd'hui l'encadrement de la jeunesse scolaire et estudiantine. Les 1000 bancs pupitres que le service national met à la disposition de l'Institut Bobokoli ce jour ont été fabriqués par ces jeunes appelés hier Kuluna et aujourd'hui devenus bâtisseurs de la nation. Le représentant des élèves bénéficiaires directs de cette dotation a exprimé une profonde reconnaissance au président de la République pour ce geste concret en faveur de l'éducation. Par votre présence et par le geste concret que vous posez aujourd'hui à travers la remise de ces bons, vous venez une fois de plus témoigner que l'avenir de la jeunesse congolaise demeure au cœur de toutes vos préoccupations. Vous venez de nous offrir pas seulement du mobilier, mais vous venez de donner de meilleures conditions d'apprentissage, un cadre plus digne et motivant pour cultiver notre intelligence et bâtir nos rêves. Le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik a pour sa part souligné que cette initiative présidentielle vise à renforcer le lien entre l'État et le monde scolaire et à soutenir la gratuité de l'enseignement, pilier majeur du mandat de Félix-Antoine Tshisekedi. Dans le même élan, une autre remise de 300 bancs pupitres a eu lieu au lycée Monseigneur Chaoumba, toujours dans la capitale. Ces doubles gestes traduisent l'engagement ferme du gouvernement congolais à offrir un cadre d'apprentissage digne à chaque élève du pays. Résurgence de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo, précisément dans le Kasaï, et on parle de la 16e fois. Alors, le Kasaï, c'est votre fief, Pascal Machimba. Aujourd'hui, une maladie Ebola. Vous, en tant que leader de ce coin, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? C'est la triste nouvelle pour non seulement les ressortissants du Grand Kasaï, mais aussi pour tous les autres Congolais. Lorsque vous avez une partie du pays qui a des problèmes, c'est tout le pays qui en souffre. Triste nouvelle parce que au moment où le pays s'engage dans le processus de développement, qui est des handicaps comme la maladie, ça fait mal. La maladie Ebola qui réapparaît, parce qu'on connaît, c'est une maladie meurtrière. On parle de la 16e fois, oui. Une maladie très mortelle. Cette maladie qui réapparaît dans notre pays, précisément dans le territoire de Moïka, dans la zone de santé de Boulapé. C'est dû à beaucoup de facteurs. D'abord, lesquels? Boulapé se trouve dans une partie de la forêt équatoriale. Donc la population vit de la chasse, de la cueillette, et ce sont des conditions favorables aux maladies zoonotiques, donc des maladies transmissibles des animaux vers les hommes. Oui,
les conditions vraiment favorables pour le développement de cette maladie qui vient de l'animal pour infecter l'homme. C'est en fait le cri d'alarme que tous les Kassaïens aujourd'hui, les leaders, lancent non seulement à notre gouvernement, mais aussi à la communauté internationale. Et on apprend également la suspension des activités scolaires et universitaires à Mweka à cause de cette résurgence. Ce que nous déplorons, c'est les conséquences liées parce que la population a quitté le milieu, a fui le milieu. Et cette population, on ne sait pas qui est déjà infecté, qui va pouvoir représenter un danger pour les autres milieux d'accueil. Et là, c'est un sérieux problème. On se dit, est-ce que la maladie n'a pas trouvé une façon, cette fois-ci, de se propager plus facilement avec la population qui a fui Boulapé, se dirigeant vers Mweka, le chef-lieu du territoire même de Mweka. Et il y en a d'autres qui sont allés vers Ilebo, vers Chikapa. Il y en a qui se sont dirigés vers Demba. Donc c'est pratiquement le Kasaï central et le Kasaï occidental qui sont présentement en danger. Donc avec ces déplacements des populations, nous craignons vraiment une propagation très vite qui peut atteindre même le chef-lieu du Kasaï à Chikapa et le chef-lieu aussi du Kasaï central à Kananga. Alors il faut aussi dire que depuis cette résurgence, le gouvernement congolais est déjà quand même à l'œuvre avec ses partenaires dans ce coin où il y a des équipes qui sont déjà déployées. Alors vous, en tant que leader, quels sont les messages que vous pouvez envoyer notamment à vos électeurs, à cette population qui a besoin de ce soutien en ce moment? Le plus grand message, d'abord, j'invite toute la communauté kassaïenne à la solidarité. Il faut nous montrer solidaires vis-à-vis de nos frères. Ce n'est pas la première fois dans ce pays qu'on a connu la maladie Ebola. Nous devons continuer à suivre les conseils du corps médical, observer toutes les règles qui sont imposées pour ne pas favoriser la propagation de cette maladie. Observer strictement cela. Je crois que c'est une bonne manière d'endiguer cette maladie qui risque, si nous ne savons pas respecter les règles, causer beaucoup de dégâts dans notre communauté. Alors, Pascal Machimba, connu aussi pour ses prouesses, vous avez longtemps travaillé dans l'administration, longtemps travaillé aux côtés de l'ancien gouverneur du Kasaï oriental, Alphonse Ngoï Kasonji. Quel est votre regard aujourd'hui du Kasaï oriental, une province que vous connaissez bien? Je félicite d'abord les efforts du gouvernement provincial parce que aujourd'hui, il y a quand même un développement assez remarquable en Bujimal. Il faut également souligner que son gouverneur, Jean-Paul Capot, a été réhabilité par la Cour constitutionnelle. Il a repris ses fonctions. Oui, nous allons parler de la réhabilitation du gouverneur, mais les efforts qui sont aujourd'hui du gouvernement provincial ne sont pas à la hauteur de ce que la population attendait de ce gouvernement. Comment ça? Avant ce gouvernement, vous avez parlé du gouvernement Ngoï Kasonji. On a vu Ngoï Kasonji se battre vraiment avec peu de moyens pour apporter beaucoup plus d'énergie à cette province. Aujourd'hui, il y a plus de moyens que ce que Ngoï et les autres Donc aujourd'hui, la province a plus de moyens que ce qu'Alphonse Ngoï Kasonji recevait? Oui, a plus de moyens. Aujourd'hui, il y a plus de moyens parce qu'il faut comprendre que le chef de l'État fait un effort très remarquable pour appuyer toutes les provinces. Ce qui n'était pas vraiment pas le projet 145 territoires notamment. Vous voyez par exemple le projet 145, ce sont des millions que le chef de l'État et il ne cesse de le faire.
Mais malheureusement, tout ce qu'on ressort comme millions, on ne sait pas l'amener au niveau des attentes du chef de l'État. Et où se situe le problème? Par contre, c'est beaucoup plus de détournements. Détournement sur détournement. Aujourd'hui, je suis quand même heureux que le gouverneur propose sa réhabilité, c'est tout à fait normal. En fait, sa déchéance était due au soupçon de détournement que la Cour aujourd'hui a balayé parce qu'on lui a donné raison, il est réhabilité. Donc, à ce stade, tout ce qu'on peut lui demander, c'est éviter que ce genre de soupçons ne reviennent, mais qu'il se mette au travail, qu'il puisse être très regardant sur chaque franc que le chef de l'État donne pour le développement du Kasaï. Alors, vous avez exprimé quelques inquiétudes par rapport à la gestion aujourd'hui ou l'avancement, les développements même de la province, c'est-à-dire que vous n'êtes pas satisfait avec ce qui est en cours. Où se situe le problème? Un problème d'homme, un problème de gestion, parce que le Kasaï oriental, depuis le départ de Alphonse Ngoï Kassanji, a eu quand même autant de gouverneurs. À un moment, il y a des observateurs qui ont estimé que la province était presque instable, la province du président de la République, Félix Tshisekedi. Madame, vous connaissez ce qui s'est passé pendant la période du régime sortant. Les provinces n'avaient pas assez de moyens comme aujourd'hui. Et le gouvernement sortant, le régime sortant, n'était pas très attentif, beaucoup plus attentif, tel que c'est le cas aujourd'hui. Ah bon? Oui, aujourd'hui. Donc le régime de Kabila n'était pas vraiment attentif? Non, en tout cas pas du tout. Parce que je sais que le gouvernement provincial du Kasaï oriental, parce qu'à l'époque j'étais moi-même journaliste au Kasaï oriental, j'ai suivi tout ce qui s'est passé, c'était plus les efforts au niveau local pour pouvoir booster tant soit peu le développement de la province du Kasaï. Est-ce une façon de dire aussi à l'opinion kassaïenne que c'était injustement que Ngoï Kassanji était pointé du doigt accusateur? Bon, Ngoï Kassanji, ce n'est pas que je partage à 100% sa façon peut-être de voir les choses, mais je me situe plutôt à un niveau, au niveau de la province. Okay. Au niveau de la province, j'ai beaucoup aimé son leadership. C'est quelqu'un qui a trouvé une dépendance totale du Kasaï vis-à-vis du Katanga, par exemple, en maïs. Donc, pour manger en Bujimaï, il fallait aller au Katanga. Mais quand il est arrivé, sans moyens, il s'est imposé dans la société. Il a fait travailler tout le monde et on a coupé avec Ngoï Kassanji, on a coupé l'habitude de la campagne de maïs parce qu'il n'y a que cette province en Bujimaï où les gens quittaient Bujimaï pour aller faire la campagne de maïs. Donc un concept vraiment propre au Kasaï oriental où la population allait à Mweka, à Kananga, à Lubumbashi, dans d'autres provinces pour acheter du maïs. On appelait ça, ils allaient en campagne de maïs. Alors, avec l'arrivée de Ngoï Kassanji, il a cassé cette affaire. En Bujimaï, il n'y avait pas d'eau. Et c'était pire. Quand Ngoï Kassanji est arrivé, il s'est battu pour que la population soit approvisionné. Mais il est parti, ça ne vient pas de moi, mais on l'a toujours entendu, il a laissé quand même l'Amiba presque par terre. L'Amiba a été détruite pas par Ngoï Kassanji, l'Amiba a été détruite par le pouvoir de l'AFDEL qui a pris tout ce qui était produit à l'Amiba pour soi-disant effort de guerre. Voilà comment on a détruit l'Amiba. Mais parce qu'on parle de Ngoï Kassanji, bon, quand j'ai suivi sa politique vis-à-vis en fait, sa politique, je ne partage pas. C'est quelqu'un que je respecte, que j'aime. Mais et à quel niveau vous n'êtes pas d'accord avec lui? Bon, je peux être ne pas être d'accord avec lui. Par exemple, quand sa façon peut-être de voir par rapport à certaines actions du gouvernement central. Là, c'est son opinion, mais moi je ne partage pas une opinion quand, par exemple, dernièrement, quand il pensait qu'il fallait
n'ait pas parlé de la révision constitutionnelle à sa manière, parler autre chose. Et pourtant, selon ma vision des choses, telle que le voyait le chef de l'État, la révision constitutionnelle, nous y sommes maintenant parce que l'application de l'accord de paix et tout ce qu'on doit faire... Avant de nous amener à la révision de la Constitution, appelle absolument la révision de la Constitution. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui changer les choses sans toucher à la Constitution. Sans réviser la Constitution, madame, on ne s'en sortira pas. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été, des articles, des dispositions qui ont été introduites pour permettre les envahisseurs de pouvoir... de travailler en RDC, d'occuper de hautes fonctions. Oui, vous voyez tout ça. Donc aujourd'hui, avec la démarche de Doha, l'accord Washington, tout ça, pour la paix, si j'ai bien compris, pour la paix dans la partie est du pays, on doit passer par le changement de la Constitution. Absolument, il y a beaucoup de dispositions qu'il faut changer pour que ça puisse s'aligner sur l'accord de paix. Ah bon? Sinon, on n'y arrivera pas. L'armée, l'administration publique et tant bien d'autres choses doivent connaître un changement. Et le changement qui doit venir des dispositions constitutionnelles. Alors, comme vous avez touché à l'administration publique, alors comment est-ce que vous voyez aujourd'hui les actions de l'actuel ministre de la fonction publique, Liaou? Non, madame, je ne suis pas disposé à devoir parler des actions du ministre de la fonction publique. Non, je ne peux pas. Pourquoi? Non, je suis tenu à la réserve, madame. Je ne peux pas parler... Une question qui vous met mal à l'aise? Je ne peux pas parler du travail du ministre de la fonction publique. Mais si je peux parler, madame, parlant de la fonction publique. Je peux parler de la fonction publique? De la fonction publique. Des actions du ministre Liaou? Non, je ne parle pas des actions du ministre Liaou, je parle plutôt du travail des experts de la fonction publique. Ah, le travail des experts. Vous ne voulez pas parler des actions du ministre parce que tous ils sont gérés par le ministre. Alors, parlez des actions des experts. Oui, et je crois que les experts ont un rôle important dans tous les pays. Les experts sont, en fait, l'ensemble des connaissances pour aider une nation. Mais vous constatez que les experts de la fonction publique que nous avons, il y a depuis des dizaines d'années, ces experts n'ont jamais aidé l'État. Comment ça? Oui, je vous l'ai dit, je vais vous le dire. Alors décrivez-nous cela. Oui. Les experts avaient un grand rôle de pouvoir conseiller les différents gouvernements à réussir, par exemple, la problématique de phénomènes fictifs qui est d'ailleurs... Mais on entend qu'on a fermé quand même, on a déniché certains fictifs, qu'on a retiré des listes de paye. Non, madame. Alors, vous voulez dire quoi? Je vous dis que ces experts n'ont rien aidé. Jusque-là... On ne comprend pas parce qu'ils sont applaudis. Ouais. On sent qu'on est tombé sur des fictifs. Il y a aujourd'hui autant de fonctionnaires mécanisés, applaudis, la raison pour laquelle, sous le leadership, même si vous ne voulez pas que j'en parle quand même, sous le leadership de Liaou, qui est reconduit parce que son travail est apprécié par le président de la République. Madame. Alors, on vous entend parler, vous n'êtes pas d'accord? Il faut faire un distinguo entre l'expert et le gouvernement. Le gouvernement a besoin de l'expert pour l'aider, parce que c'est l'expert qui connaît la matière. Oui, exact. Quand vous partez de l'origine même du phénomène fictif dans notre pays, ça c'est une invention des envahisseurs du pays. Ah bon? Oui. Notre pays, il fallait l'affaiblir. Et pour affaiblir, voler les richesses de ce pays, il fallait l'attaquer sur tout le plan. Sur le plan de la défense, sur le plan de son administration, sur le plan de son économie, sur le plan de ses ressources, machin patati. Alors, au niveau de l'administration,
c'est alors que, avant, il y a plusieurs... déjà, à l'époque de Maréchal Mobutu, le plan de balkanisation du pays, le plan du vol des richesses de notre pays avec la complicité par les acteurs aussi bien internationaux qu'africains, il fallait attaquer notre pays par, disons, son âme. Et l'âme du pays, c'est l'administration. C'est l'administration qui organise tous les secteurs de la vie pour que ce secteur soit productif et que ce secteur puisse amener au développement. Alors, vous êtes en train de dire que l'envahisseur avait réussi son coup? Avait réussi son coup. D'abord, vous avez notre pays, c'est le seul pays où un agent de l'État est engagé et cet agent de l'État ne sait pas quelle année il peut être payé, ne sait pas quel mois il peut être payé. Et pourtant, nous avons la loi. Qui dit quoi? Le statut portant, le statut de l'agent de l'État portant carrière service public de l'État. Les statuts sont clairs. Lorsque vous engagez un agent aujourd'hui, le mois prochain, il a son salaire. Et si on a des agents de l'État qui ont 10 ans, qui ont 5 ans, 8 ans? Ben oui, mais le système a été déjà corrompu bien avant. Vous sentez que je parle avec trop de réserve parce que je ne dois pas tout dévoiler ici. Le système a été attaqué depuis très longtemps pour que l'on décourage le fonctionnaire. Parce que quand le fonctionnaire est découragé, il n'est pas payé, le fonctionnaire sera facilement corruptible et le fonctionnaire va laisser passer n'importe quoi. C'est ce qui se passe. Et justement, madame, quand vous payez à l'heure, vous payez suffisamment bien, et il est difficile de corrompre une telle personne. Le fonctionnaire ne va pas accepter la corruption. Oui, madame. Mais quand vous avez un agent de l'État que vous engagez, et même le concept, quand vous parlez de mécanisation, prenez la loi, ça n'existe pas. Ce concept n'existe pas dans la loi. Ah bon? Oui, ça n'existe pas. Alors ça vient de regardez dans la loi, il n'y a ni ce qu'on appelle nouvelle unité non payée, matriculée. Non, ça n'existe pas dans la loi. Ça, c'est ce de concept inventé par les réseaux mafieux pour, en fait, détruire davantage l'administration congolaise. Alors, comment relever ce défi? Parce que vous avez dit que ça commençait du temps du maréchal Mobutu, oui. Kabila le père est venu, Kabila fils, Félix Tshisekedi. Oui. Comment relever maintenant ce défi? Comment? Relever ce défi. Comment résoudre ce problème? Non, c'est plus simple. Ce problème, parce que, madame, la réalité congolaise échappe à tout savoir classique. C'est un cas sui generis, un cas particulier. Il faut comprendre le sens du virus pour l'attaquer. Alors, tout ce qui amène la connaissance académique, la connaissance d'autres pays, perdent, disons, mordent de la poudre, la poussière. Pourquoi? Parce que le Congo, sa situation administrative est tout à fait particulière et unique. Et par où faudra-t-il commencer? Oui, c'est ça la question que vous me posez, que des choses que je ne peux pas révéler ici parce que la communauté internationale est dedans. Ah bon? Oui, ceux qui n'aiment pas notre pays, qui combattent le pays ont deux pieds pour saboter, pour détruire notre administration. Mais si vous l'aviez compris, il faudra une solution à ce problème. Oui, c'est justement à ce niveau-là que je dis, les experts qui sont là n'ont pas aidé le gouvernement. N'ont pas aidé, en tout cas le gouvernement. Vous voyez la volonté qui anime le ministre Eliao. C'est quelqu'un vraiment de très animé. Mais... il n'a pas touché non, ce n'est pas son travail à lui. Il donne des orientations en tant que ministre. Mais qui doit mais ce sont les experts, madame, ce sont les experts qui doivent faire ce travail-là. C'est un travail, si on le fait aujourd'hui, demain, toute la République est debout. Vous avez par exemple le cadre organique de beaucoup de services qui date depuis l'époque coloniale. Un chef de bureau qui gérait à l'époque 500 personnes, gère aujourd'hui 1 million. 5 000, plus même. Gère aujourd'hui 500 000 personnes. Est-ce que vous pensez qu'une telle administration peut avancer?
une structure qui était là pour gérer 500 personnes, c'est la même structure qui persiste, qui continue pour gérer des millions. Donc, il y a des problèmes. Donc, le ministre a fait ce qu'il peut faire, mais... Les experts doivent aider le pays. Les experts doivent aider le pays parce que, au finish, on pose la question, est-ce qu'on a résolu le problème des salaires? Non. Est-ce qu'on a résolu le problème des nouvelles unités? Non. Est-ce qu'on a résolu le problème des retraités? Non. Est-ce qu'on a résolu tel problème? Non. Regardez à chaque fois que le chef de l'État se déplace, ce sont les mêmes plaintes, ce sont les mêmes... Alors, est-ce qu'on a résolu tous ces problèmes? Non. Les grèves, les revendications, non, de gauche à droite. on ne les a pas résolus. C'est ça, en fait, pour déduire si le travail qui est fait par les experts est bon. Mais le ministre... Mais vous n'arrivez toujours pas à dire à l'opinion ce qui doit être fait. Mais non, madame, on ne peut pas le dire parce que c'est vendre la mèche. Le chef de l'État a besoin de développer ce pays. On ne peut pas. Il y a une complicité. Vous voulez qu'on vous appelle en aparté, comme ça vous allez donner la procédure à suivre pour relever ce défi? Madame, dans peu de temps. Dans peu de temps. Et c'est dans peu de temps. Parce qu'on connaît les méandres. Madame, Messieurs, place à présent à ce dossier. Nous allons parler d'autre chose. Procès Oyo, il a qui attaché à la irrégularité et belé depuis le début. Vraiment, les lots va rendre arrêt. Bon, tout ça a double facette. Première facette, tout ça a essengo parce que le ministère public a salarié réquisitoire na el bosso. Alors que client na biso, il faut pas condamner à 10 ans. Il y a travaux forcés dans servitude pénale. Alors, tout ça ma cassi dans la défense, balobi ba condamner client na biso na 3 ans. Il y a travaux forcés na peine complémentaire. Peine complémentaire wana balinga ba bakisi biloko moko ezake yé akoko se présenter na ba élection po ekoki yaka et puis ako accéder na ba fonction publique. C'est-à-dire que y a leader ya ba jeune tant bazo bakisa complémentaire wana ezo bank sa bisoté. Pourquoi tous a confiant complémentaire wana eza nango kaka pona biso to bengi yango eza politique eza pona ko réduire yé to sepel na biloko mi balé dans sens que balobi 3 ans nanu to débattre yango to sepeli et puis ndenge to préférence à la tanda ndako na résidence surveillée que bake na esika oyo bana ko kanela ye biso na défense et ça les biso esengo bino mo poza pe témoin na ndenge bitumba yango ezalaki to ndimaki kutu te que par rapport ya motivation ya ba élément oyo ezalaka pour infraction à détournement ezala to moni que ndenge ba motiver ezalaki grave to ba ka ndenge juge akoloba akopesa mutu na biso kaka 20 ans mais na ko kamwa tant à lobby 3 ans to comprendre kaka que vraiment ndenge mo alobaki l'histoire l'établira. Oh, mais tous ça confiant que makambo oh yoki lelo et ko changer. To ko pesa ba stratégie et ko changer parce que tous ça confiant. Bon moni bitu masika to uti. Na bito so mutu mabitu na monsieur Zali. Alors, Pascal Machimba, je le disais tantôt, le 15 septembre, c'est la rentrée parlementaire. Vous l'aviez certainement suivi, vous aviez cette information. À l'Assemblée nationale, de signatures sont en cours d'être récoltées pour exiger le départ de Vital Kamerhe. À la Chambre haute du Parlement, donc au Sénat, des signatures aussi pour exiger le départ de Samalou Kondé. Et son bureau, vous avez vous-même siégé à la Chambre basse du Parlement du temps de Joseph Kabila Kabange. Ouais. Quelle est aujourd'hui votre analyse face à ce qui se passe actuellement au Parlement? Ce qui se passe dans quel sens, madame? C'est un peu, je ne sais pas comment dire, extraordinaire ou comment.
des pétitions de temps en temps. Depuis le régime de Félix Antoine Tshisekedi, on enregistre toujours des pétitions qui visent les membres du bureau. Et là maintenant, c'est Vital Kamerhe. Madame, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, c'est un démocrate. Il ne peut empêcher aucune institution de fonctionner. Aujourd'hui, s'il y a pétition contre le bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat, c'est un exercice parlementaire, c'est un exercice de contrôle. Et pour ça, on ne peut pas s'arracher les cheveux parce que c'est réglementaire, c'est légal. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, si les députés ont estimé que le bureau n'a pas fait le travail qu'il doit faire, les députés ont le droit constitutionnel de demander à ce bureau de dégager ou de satisfaire aux besoins qu'il faut. Alors, on a vu qu'on reproche à Kamerhe aujourd'hui le fait que les élus ne savent pas où aller se faire soigner. De votre temps, vous avez bénéficié de soins? Madame, si c'est parmi les raisons, je crois que à notre époque, nous avions bénéficié des soins médicaux. Okay. Les soins médicaux, c'est une des conditions de l'existence d'un être humain. Comment quelqu'un peut vivre sans prendre soin de sa santé? Parce que si on est malade, on ne fera rien, madame. Le président de l'Assemblée devait prendre des dispositions pour pouvoir faire soigner les députés. Madame, il n'est pas dit que pour faire soigner les députés, il faut les déplacer tous en Europe. Non, non. Et d'ailleurs, une institution comme l'Assemblée nationale devait avoir sur place un hôpital équipé. Madame, qu'est-ce qui coûte à l'Assemblée d'acheter rien que... Parce que moi-même, j'étais soigné en France, j'étais soigné en Inde à la charge de l'Assemblée nationale. Et madame, ce sont toujours les mêmes appareils que je vois aujourd'hui à l'HJ. Et je suis passé rien que par ces mêmes appareils. C'est que l'Assemblée nationale de la RDC est en mesure d'avoir ces matériaux. Au lieu de faire dépenser beaucoup d'argent au gouvernement, mais on peut bien acheter ces appareils, les mettre ici. Et si l'on veut que l'on ait des spécialistes, c'est plus facile de prendre un spécialiste, l'engager, que chaque mois de faire voyager 50, 100 députés pour se faire soigner. Alors il n'y a pas que ça, les députés sont payés pratiquement en retard, des députés qui se plaignent qu'ils n'ont pas de véhicules, et alors qu'ils attendaient beaucoup de Vital Kamerhe qui a déjà eu à gérer l'Assemblée nationale. Hein. Madame, et vous avez bénéficié des véhicules, vous avez reçu votre salaire à temps quand vous étiez élu? Oui, madame, c'est un problème de montage financier. Le président doit comprendre qu'il gère les députés. Les députés, c'est comme on a les enfants. Ils ont une base qui demande, ils ont des familles, on doit satisfaire aux besoins des députés de par les responsabilités qu'on a. On ne peut pas être président de l'Assemblée sans trouver le moyen de locomotion aux députés, parce que généralement, ces députés ce sont eux qui payent leur propre véhicule avec leurs propres moyens. Mais vous, président, vous faites un montage financier juste pour leur trouver des crédits. Ah, des crédits, c'est comme ça que ça se passe. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Okay. Vous leur trouvez des crédits. Et c'est sur leurs monuments qu'on coupe chaque mois pour payer le crédit. Et d'autres besoins. Le paiement doit se faire à temps, madame. Parce que l'Assemblée nationale doit donner l'exemple. Malheureusement. Malheureusement. Doit donner l'exemple. Et on doit s'arranger pour payer les députés à temps. Parce que le ministre des Finances et tout le gouvernement est contrôlé par l'Assemblée. Mais quand vous mettez le contrôleur dans une situation de faiblesse... Les exposez à la corruption. Vous les exposez à tout. Ils ne vont pas faire correctement leur travail. Vous les exposez à tout. Vous pouvez prendre des dispositions pour que les contrôleurs ne se plaignent pas.
vous avez toutes les possibilités de pouvoir vous organiser pour qu'il soit payé. Ça, c'est clair. Alors vous, Pascal Machimba, vous connaissez quand même Vital Kamerhe. Que pensez-vous de la personne de Vital Kamerhe aujourd'hui? Non, la personne de Vital Kamerhe ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi... Sa façon de faire, sa façon de gérer. Non, je n'ai même pas besoin de m'intéresser à sa façon de gérer, à sa personne. Parce que si vous étiez à l'Assemblée nationale, il devait être votre président. Oui, oui, je devrais m'intéresser au président de l'Assemblée nationale, pas Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, en tant que personne, il a sa façon de voir les choses, il a sa politique, sa vision, tout ça, ça le concerne. Mais s'il faut parler... C'est la deuxième personnalité. S'il faut parler du président de l'Assemblée, je vous dis par exemple que à l'époque du président Mbosso, les députés honoraires recevaient leur rente viagère sans problème. Mais aujourd'hui, ces députés, vous voyez dans les conditions dans lesquelles ils sont allés aux élections. Le peu qu'ils avaient, ils ont tout bousillé. Ce sont des gens qui sont vraiment dans des conditions... Vous ne recevez pas ce qui vous revient. Aujourd'hui, leur cotisation, leur rente, ils font 3 mois, on ne paye pas. Ah, donc, avec Kamerhe, il n'y a pas que les députés qui sont là, qui se plaignent, même les députés honoraires aussi. Mais les députés honoraires, quand ils apprennent de la nouvelle, de la motion, ce sont eux qui disent, mais si nous avions la possibilité d'aller signer, on aurait signé les premiers. Donc, comprenez, quand les gens ne sont pas à l'aise, ils ne peuvent pas vous soutenir, hein, c'est clair. Et vous êtes président pour, comme le chef de l'État l'avait dit, je veux bien qu'on donne à chacun son salaire. Pas toucher au salaire de quelqu'un. Mais aujourd'hui... Donc 3 mois. 3 mois, les gens ne touchent pas. Ne touchent pas. 4 mois, ils ne touchent pas. Je pensais peut-être que les élus n'avaient pas raison, mais ça devient quand même grave. Mais quand un père de famille ne reçoit pas son salaire, comment il va vivre? Comment il va vivre? Aujourd'hui, la rentrée, tous les députés honoraires ne savent pas faire étudier leurs enfants qui sont à la maison, qui ne savent quoi faire. Parce que ils ne savent pas quand est-ce qu'ils pourront être payés. Alors plus d'une fois. Alors qu'ils ont servi ce pays. Ils ont servi et ils continuent. C'est pas qu'ils sont en train de quémander, mais c'est leur droit. C'est leur droit. Le droit légal. Le droit légal. Mais ils n'ont plus droit à ce droit-là. Ils n'accèdent plus à ce droit-là. Parce que tout simplement, de la volonté du président de l'Assemblée. Or, le président Mbosso, plus qu'un papa. Ah, Christophe Mbosso. Oui. Ça, il vous a bien géré. Ça, c'est plus qu'un père. D'abord, chaque jour, à la demande des députés honoraires, pour le rencontrer, il le recevait. Mais je vous dis que le président Kamerhe n'a jamais reçu les députés honoraires. Il n'a même jamais pas eu 1 minute pour les écouter. Ah bon? Ah oui. Alors qu'il a été applaudi pour dire que lui, il allait bien faire les choses parce qu'il avait l'expérience. Mais de tous les temps, nous l'appelions l'homme social, non? Kamerhe, de tous les temps, on l'appelait l'homme social. Mais du coup, on n'a pas compris. Ah, même vous ne comprenez pas ce changement? Il est devenu le contraire de ça. Quand on a dit que Kamerhe est candidat président de l'Assemblée nationale, nous avons tous applaudi. Et nous avons tous demandé à nos collègues qui exercent de pouvoir voter pour Kamerhe parce que c'est l'homme social. C'est l'homme social. L'homme qui a un cœur humain. Mais aujourd'hui, c'est le contraire, madame. Donc aujourd'hui, Kamerhe, c'est vraiment le contraire. Oui, oui. Vous regrettez d'avoir demandé à vos collègues de voter pour lui? Mais en fait, l'affaire Kamerhe, bon, je ne veux pas parler de la personne Kamerhe, mais... Vous regrettez d'avoir demandé à vos collègues de voter pour l'actuel président de l'Assemblée nationale? Madame, c'est un regret réel. Mais quand vous avez porté votre choix sur quelqu'un qui ne s'occupe plus de vous, et vous allez l'applaudir, non? Vous n'allez pas l'applaudir, madame. Vous n'allez pas l'applaudir. Alors, le sort de Moutamba est déjà connu. Et l'État congolais a même demandé à la banque de verser, de remettre l'argent, les 19 millions quelques. Alors, Pascal Machimba, vous avez certainement suivi le dossier Moutamba.
Quelles leçons avez-vous tirées de cette affaire? Madame, il y a la lecture populaire et il y a aussi une lecture scientifique. Ok, allez-y. La lecture populaire. La masse, elle raconte ce qu'elle raconte. Pour la masse, Mutamba est victime de l'injustice, un acharnement. Du acharnement et tout ça. Mais sur le plan scientifique, j'aurais bien voulu avoir l'extrait du jugement pour pouvoir commenter parce que ça a été déjà rendu. C'est un jugement qui a été déjà prononcé. Mais je n'ai pas eu la chance d'avoir l'extrait du jugement pour pouvoir mettre un commentaire là. À mon avis, je crois que... un acharnement aussi? Vous pensez aussi que c'est un acharnement, un jeu politique où le droit a été dit? Madame, je vous ai dit sur deux plans. Populaire. Comme la masse... Non, mais qu'est-ce que vous voulez dire en parlant de la masse? La masse raconte... Mais la masse parle de l'acharnement. Parce que quand... Mais vous, Pascal... Oui, mais vous pensez qu'en tant qu'au milieu de la masse, vous n'allez pas parler un autre langage que ce que la masse parle? En tant que masse, je parle le langage de masse. En tant que masse, je dirais, comme on dit à la cité, Mutamba a été victime, Mutamba, acharnement de magistrats, acharnement de ceci, de cela. Ça, c'est la masse. Mais quand je reviens en tant que scientifique, en tant qu'homme de droit, j'ai dit, madame, sur ce plan, j'aurais bien voulu avoir l'extrait du jugement pour pouvoir émettre mon avis. À ce moment-là, je dirais, est-ce que la justice a été rendue telle qu'il se doit? Parce que tout ce que la masse raconte, personne n'a eu vraiment accès au dossier tel qu'il se doit. Évidemment, on a suivi des séquences dans les médias, mais quand vous suivez une séquence peut être contredite à la minute qui vient. Du contexte aussi. Oui, ainsi de suite. Donc vous comprenez que le dossier Mutamba, c'est un dossier qui s'interprète de deux façons, à la manière du commun des mortels, populaire, tout comme sur le plan de droit. Alors la semaine, nous avons vu Lamouka qui a rencontré Jean-Pierre Lacroix et du coup, Lamouka a soumis un mémorandum à l'ONU pour demander d'abord un dialogue inclusif et un cessez-le-feu face à la situation dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mais avant de parler de l'Est, Pascal Machimba, vous avez également suivi le procès Joseph Kabila Kabange. En tout cas, depuis que Félix Tshisekedi est arrivé, on a eu autant de procès. Hein. Ouais, c'est une preuve que la démocratie essaye de se remettre sur les rails. Et certains parlent des spectacles. Oui. Le procès Joseph Kabila, je reviens encore une fois de plus pour dire que je n'ai pas accédé à l'extrait du jugement. Si je l'avais, je pouvais bien me prononcer. Mais je crois que la justice doit avoir fait son travail. La justice doit avoir fait son travail. Oui. Madame, Messieurs, prenons ce troisième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Vous le savez, les assises de l'Afrique du Sud, une délégation des politiques notamment proches de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Cette délégation a fait les déplacements pour participer aux assises sur la paix en Afrique du Sud. Août. Na outi musala na ngai ya échange ozonga na ngai na laki ngai na garde corps na ngai na nive na ngai ba tate biso juste na rigini na coin poto comme na école Sainte Famille ba beti massage ya farnati d'accord oya rouge wana mandefu wana abomi policier sur place abomi pe nive na ngai ba ngai mo $80,000 na 3 000 euros na 200 000 francs CFA. Nyonso nazali na ona saki bakati na o ezaki na nzoto babeti babal tina kati ya mutuka nazalai nango. Bakombo na bango nayebi bango te. Kai nayebi bango te na mona ki bango.
po balata ba masque na mona bango le bakangi bango nde na ke na lakisi oyo pe na telefone nga ba moni bango na ba telefone nga na senga la police na pese no merci de Sali Moussa ne kitoko la police alandela makambo penda bien po nde toza la confiance ya la police na justice na biso yango lokwa to na makambo epa la police na justice to bi ke réponse malonga e kopesa mela mais biloko na biso bazwa ki ya ndeko na toza besoin ezonga. Mais si vous suivez le président de la République à l'occasion de son adresse à l'Union Sacrée, il a dit, d'abord il a rappelé l'importance du processus de Washington et de Doha. Le vice-premier ministre pourra peut-être dire un mot parce qu'il est parmi ceux qui supervisent notre équipe qui est sur place. Ensuite, au plan interne, il a dit que c'est lui le garant et que c'est le seul à prendre l'initiative pour une quelconque forme de dialogue. Et je pense que de ces points de vue, bien au-delà de consultations nationales qu'il avait initiées, souvenez-vous de ce qu'il disait aux députés de l'Union Sacrée le 22 février 2025, qu'il était ouvert. Et je pense que dans cet ordre, il avait reçu la délégation SNC-Senko. Et si vous regardez aujourd'hui, il y a eu une grosse évolution. Ce qui était au départ des initiatives portées par les catholiques et les protestants, portées par la société, par les églises évangéliques, notamment autour de l'évêque Ejiba, ont été réunis. Une feuille de route a été présentée. Et je pense qu'aujourd'hui, le président de la République, évidemment, le moment venu, appréciera comment ces choses-là devraient se mettre en mouvement et que l'initiative qui vient du président Mbeki, comme nous le disions, c'est inopportun et ça ne nous intéresse pas, d'autant plus que lui-même, qui veut se présenter comme celui qui veut faire discuter autour de la paix, lui-même a déjà pris fait et cause pour ce qui nous tue. Et donc, lorsqu'on s'est déjà trompé dans les diagnostics au départ, il ne faut pas attendre que cela change. C'est d'ailleurs encore plus regrettable pour le président Mbeki qui a joué des rôles de premier plan dans les crises passées en RDC. Il aurait pu avoir les reculs nécessaires pour mieux appréhender les sujets. Et donc ici, il faut considérer que nous avons Doha, nous avons Washington et nous avons Kinshasa. On est déjà assez fixe sur ces initiatives qui ont déjà montré les voies pour ne plus en rajouter. Pascal Machimba, quelle est votre position face aux assises convoquées par Thabo Mbeki? Madame Thabo Mbeki est parmi les hommes qui n'aiment pas ce pays. Il n'aime pas le pays, mais au moins il a convoqué des assises pour parler de la paix en RDC. Thabo Mbeki était président de l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'il a fait pour aider les Congolais massacrés depuis 2 années? Il était président. Qu'est-ce qu'il avait fait? Parce qu'il avait l'impérium. Il avait la possibilité d'envoyer toute son armée en République démocratique du Congo pour chasser les envahisseurs. Qu'est-ce qu'il avait fait, Thabo Mbeki? Il n'avait rien fait. Aujourd'hui, il n'a plus de pouvoir. Aujourd'hui, c'est un président honoraire à la retraite. Et il veut maintenant s'occuper de gérer le problème de la République démocratique du Congo. Et il est connu quand même pour ses positions contre le régime de Kinshasa. Mais c'est pour cette raison, je vous dis, Thabo Mbeki fait ses affaires, ses business. Et pourquoi ne pas créditer la thèse de gens qui disent que le fait que le chef de l'État a récupéré pour la République environ 400 titres miniers, c'est ça le problème. Ah, le problème, c'est et tous les mécontents lui font la guerre. Et tous les mécontents vont faire la messe comme la messe de l'Afrique du Sud. Kinshasa a refusé de participer à ces assises. Mais nous avons vu des opposants qui ont accepté la main, qui ont accepté l'invitation de Thabo Mbeki. Que pensez-vous de leur position? Ce ne sont pas des opposants, ce ne sont que des traîtres. Ah, vous voulez parler de cette forte délégation, notamment de Joseph Kabila? Mais tous ces gens sont des traîtres. Comment ça, alors qu'ils sont en train de qu'est-ce qu'ils veulent? pays, Oui, vous parlez de Joseph Kabila. Qu'est-ce que Joseph Kabila veut revenir faire dans ce pays, qu'il n'a pas eu à faire pendant 18 ans? Il a appris. Pendant 18 ans. Il a appris. Ses proches ont dit qu'il a appris de ses erreurs. Non. Il a beaucoup appris. Ça s'appelle la République. Ça s'appelle la République.
C'est la chose de tout le monde. Ce n'est pas un pouvoir traditionnel, un pouvoir coutumier pour qu'on y reste. Non, c'est la chose publique. Vous avez travaillé, vous passez, quelqu'un d'autre vient, ainsi de suite, on avance. On n'a pas... Je regrette personnellement. Dans ce pays, nous avions tous apprécié Kabila. Nous disions, c'est un homme sage qui ne parle pas. On a vu Kabila très heureux. Il est d'ailleurs le plus heureux du monde. Entrer en fonction le plus magistral, chef de l'État. Gagner la vie tout jeune. Amasser des millions, milliards tout jeune. Et Kabila pouvait bien vivre en paix dans ce pays en étant Kabila, président de la République, honoraire, pris en charge par l'État en tout et pour tout, et en plus de ça, payé chaque mois 680 000 $, la sécurité, prise en charge, sécurisée par le pays. Un homme comme ça, qu'est-ce qu'il va encore chercher? C'est tout ce qu'il pouvait apporter à ce pays, c'est un conseil à son frère Félix. Mais il semblerait qu'il a prodigué des conseils, mais qui n'ont jamais été mis en pratique. Quel conseil, madame? Il n'a jamais prodigué des conseils. Parce que si il était aux côtés du chef de l'État pour l'aider, il ne ferait pas ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y a aucune raison qu'il puisse aller du côté de ceux qui combattent le pays. Mais ça, c'est vous qui le dites, parce que sa famille politique rejette toutes ces affirmations selon lesquelles... Mais la famille politique... oui, de Joseph Kabila continue à crier haut et fort que Kabila est à la recherche du bien-être du peuple congolais. Ça fait 18 ans. Nous avons cherché ce bien-être au Kasaï, nous l'avions vu. Ça fait 18 ans. On a cherché ce bien-être à Manono. Est-ce qu'ils l'ont vu? Donc, ce qu'il a pu faire comme un homme, il l'a fait. À sa manière. Sa part, il l'a fait. Et il pouvait comprendre que ce que j'ai fait, je me limite là. Les autres peuvent ajouter. Même quand Emmanuel Chadari a été présenté comme dauphin, il a dit, je me rappelle, au stade qui est à côté de Tata Raphaël. Stade Tata Raphaël, oui. Oui, au stade Tata Raphaël. Et qu'est-ce qu'il avait dit en son temps, Emmanuel? Il a dit, à son temps, il a dit que je vais continuer là où le chef de l'État, Kabila, s'est limité. C'est cela la continuité des affaires politiques. Donc, Kabila a fait son travail. Maintenant, c'est le temps de Félix Tshisekedi qui doit aussi faire son travail. Et si on ne veut pas se mêler de ce qu'il fait, on reste tranquille, calme, parce qu'on a eu à faire son temps. Mais il était calme, il est allé étudier et il a entendu les cris du peuple congolais. Et il a fait, Joseph Kabila Kabange, qui a même fait une sortie médiatique semblable à... Madame, il y a eu combien de cris pendant 18 ans? Il y a eu combien de cris du peuple congolais contre le pouvoir de Kabila? Il y en a eu, non? Et en son époque, il sait que le peuple a toujours crié. À son époque, il y a eu autant de cris. Mais comment les cris que le peuple peut aujourd'hui pousser? Parce que le peuple n'a jamais été satisfait dans tous les pays du monde. Le peuple exige, exige, exige et continuera toujours à exiger. Et pourquoi les cris d'aujourd'hui lui semblent extraordinaires? Qu'il faille absolument qu'il intervienne, comme si dans ce pays, il n'y a personne qui réfléchit. Ceux qui dirigent n'ont pas le souci de diriger. Aujourd'hui, on a vu Kinshasa commencer les routes, les bâtiments qui n'existaient pas, et tout ça, on n'a pas le souci de ce pays. Mais en plus de ça, on fait tout ça avec une armée inféodée, infiltrée, une administration infiltrée, tout infiltré. Mais au milieu de tout ça, on fait des efforts considérables pendant qu'on tire en dessus les ficelles pour accuser. Ça, c'est accuser méchamment le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Pascal Machimba, vous avez aussi profité du régime de Joseph Kabila Kabange en tant qu'élu. Profiter quoi? Vous avez profité en tant qu'élu du régime de Joseph Kabila Kabange. J'ai été élu par le peuple. Je n'ai jamais bénéficié d'aucun
avantage de pouvoir. Je n'ai jamais été nommé à aucun poste. Voilà. Non. Donc, vous n'étiez pas dans ce lot-là de ceux qui ont chanté Joseph Kabila Kabange, mais parce qu'aujourd'hui c'est un autre régime, alors vous pensez que c'est le régime qui est meilleur? S'il faut critiquer le régime de Félix Antoine Tshisekedi, il faut être un homme qui a un sens ouvert pour voir ce qui se passe. Le président Tshisekedi ne gère pas facilement. Comment ça? Oui, parce que depuis l'FCC, on a dit nous l'avons dans la main. On l'a dans la main, c'est nous qui décidons, c'est nous qui avons tout, c'est nous qui faisons tout, avec raison. Parce que l'armée, c'était leurs hommes, beaucoup plus les étrangers dedans, dans l'administration, tous les carrés miniers et tout. Et malgré ça, le président de la République se bat. Et quand il se bat, on tire des ficelles. Et même aujourd'hui, les différentes trahisons dans l'armée, ça ne vient pas des hommes du président Tshisekedi. Ça vient plutôt des hommes qui ont été laissés par l'ancien régime, hein, qui trahissent, qui continuent à trahir, parce que lui, il vient d'arriver. Il n'a jamais formé les militaires. Il n'avait jamais de militaires. Et tous les militaires avec lesquels il travaille, ce sont les militaires. Il s'est inscrit juste dans une logique de la continuité de la gestion de la chose publique en faisant confiance aux gens qu'il a trouvés. Tous les militaires, tous les agents de l'État, ce sont les agents de l'État qui ont fait 18 ans avec le président Kabila. Et le président Tshisekedi arrive, il n'a pas amené avec lui les militaires, moins encore les agents de sécurité formés, moins encore les agents de l'État bien outillés. Non, ils ne travaillent qu'avec des gens. Ils donnent des instructions, les mêmes personnes là-bas reçoivent des instructions parallèles. Et voilà ce qui complique la chose. Et puis, vous vous retournez pour dire, président Tshisekedi, il n'a rien fait, le peuple congolais pleure, voilà pourquoi il faut que je revienne pour diriger le pays. Non, non, ça ne peut pas se faire comme ça. Mais est-ce que Kabila peut encore revenir à la tête de la RDC? Revenir à la tête de la RDC? Parce que ses proches soutiennent que la Constitution... Parce qu'elle voit... La Constitution, selon ses proches, la Constitution stipule qu'il fait un mandat, il se repose et qu'il peut revenir. La Constitution est claire. Le président de la République fait 2 mandats, n'est-ce pas? Fait 2 mandats. C'est ça la Constitution. Aux États-Unis, les vieilles démocraties, on n'a pas vu un président faire 2 mandats, il se repose et puis il revient encore postuler. Non, ça ne se fait pas. Ça peut commencer en RDC. Donc, bon, au moins pour le régime du FCC, ils peuvent vouloir ça. Mais si on est respectueux des textes de la Constitution, quand on a fait 2 mandats, on a dit au revoir à la vie politique. Et on devient sénateur à vie. En plus de ça, on lui a donné autant d'avantages, sénateur à vie et tout ça. C'est l'homme le plus heureux qui pouvait vivre heureux dans ce pays. Donc Kabila, l'homme le plus heureux qui pouvait vivre heureux dans ce pays, c'est l'homme. Oui. Oui. Oui, il pouvait bien vivre heureux. Mais il a simplement cédé aux politiciens qui l'entourent de mauvais goût, qui l'ont entraîné dans un sale jeu aujourd'hui, qui se retourne contre lui. Et le peuple ne peut pas, n'accepte pas que ça soit lui. Quand on dit que le pays lui a tout donné, ce n'est pas lui qui peut aujourd'hui se retrouver derrière M23. Et or, nous savons que M23 n'a jamais existé. C'est l'armée rwandaise qui est là pour piller nos richesses. Et vous allez composer avec des gens qui ont massacré votre peuple, qui ont tué des femmes et des enfants, qui ont ensanglanté le pays. Vous composez avec ces gens-là. Et pour nous dire, vous revenez à un homme démocrate pour gérer encore ce pays. Je crois que si l'homme qui pouvait se sentir mal à l'aise, parler politique, c'est lui. Je pense qu'aujourd'hui, il serait plus dans les œuvres caritatives.
des milliards qu'il a amassés, il sera en train de construire dans cette ville, dans toutes nos provinces. Voilà au moins ce qu'il pouvait faire. Il pouvait investir. Investir beaucoup. Voilà au moins ce qu'il pouvait faire. Se promener librement. Très librement. Et voir Joseph Kabila Kabangé avec Félix Tshisekedi réfléchir pays. Donner ses contributions pour le développement de la RDC. Et c'est ce que les Congolais attendaient bien après cette passation du pouvoir pacifique. Oui, c'est tout ce que le Congolais attendait. Parce que lui-même a dit, j'ai servi. Et je me rappelle à l'époque, c'était au cours du congrès, il a dit, je veux remettre le pouvoir. Je vais aller me reposer. Mais il a trahi ses propres paroles. Mais il s'est reposé, mais il s'est reposé tranquillement quelque part. Il a juste entendu le cri de son peuple. Le cri de qui? Parce que ces mêmes cris ont été lancés contre lui. Ces mêmes cris pendant 18 ans. Et je me rappelle combien nos frères ont été tués avec le phénomène Kamwena Sapo. Ce n'était pas des cris. Les routes, tout, la misère, les fonctionnaires, tous ces cris, les médecins qui faisaient chaque jour des grèves, machin patati, tous ces cris existaient. Et Kabila n'avait pas entendu ces cris. Ces cris, pourquoi il ne les avait pas? Parce que ce sont les mêmes cris. Madame, Monsieur, place à ce dernier dossier de notre rendez-vous de la semaine. À cette occasion, nous tenons également à répondre à quelques verbiages que nous avons tous suivis émanant des chefs rebelles du M23 allié du Rwanda, M. Corneille Nangaa, l'homme qui a bafoué toute une génération qui n'a plus de repères. Mais il s'attaque à un modèle, il s'attaque à une icône dans l'histoire militaire de notre pays. Il s'agit du lieutenant-général Luboyankan Chamadjoni. Monsieur Corneille Nangaa, dans sa folie, il est reconnu pour ses verbiages en disant que le commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo, a installé le gouverneur militaire, lieutenant-général Luboya Ituri, parce qu'il est son frère. Nous voulons d'abord lui rappeler que par rapport à tous ces verbiages, nous avons retenu quelques points que nous allons répondre rapidement pour que l'opinion puisse comprendre que le temps de tromper les gens est déjà passé. Nous ne sommes pas à l'époque où on pouvait tromper n'importe qui. Aujourd'hui, la population a eu une grande maturité et surtout en Ituri, pendant cette période de l'état de siège, 4 ans déjà, la population iturienne a compris qui est avec eux, qui n'était pas avec eux. Aujourd'hui, la population iturienne sait réellement que l'Ituri constitue pour le commandant suprême l'âme sœur du commandant suprême. Cela est incarné ici en Ituri par le lieutenant-général Luboya par rapport à la vie sécuritaire du développement de la province de l'Ituri. Je vais le rappeler que nous avons trouvé l'Ituri dans une situation de non-État. Aujourd'hui, l'Ituri se redresse. Nous avons fait renaître l'Ituri. Pendant cette période de l'état de siège, nous avons restauré l'autorité de l'État. C'est avec le lieutenant-général Luboya. Et la population est témoin. Pendant ces temps, vous buvez, vous jouez avec la République. La nomination du gouverneur militaire, avant cela, il était commandant première zone de défense. Il dirigeait plus de 10 provinces. Vous le savez. Et donc, il n'était pas chômeur. Il travaillait sous le drapeau. Vous devez être informé. Deuxièmement, vous parlez des pillages et qu'il a été installé pour piller avec la famille du commandant suprême. Vous devez savoir, Monsieur Nangaa, que c'est vous les pilleurs, c'est vous les tueurs, c'est vous les déstabilisateurs. Vous avez voulu déstabiliser la province en créant un mouvement CRP Zaïre de Thomas Lubanga, qui est votre allié. C'est lui qui pillait à Mabanga. C'est lui qui exploitait l'or, le mine, qui prenait ça et donnait aux étrangers, vous, avec vos collaborateurs. Il exploitait illégalement l'or de la province de l'Ituri, à Iga Barrière, à Lopa, à Nizi, à Mabanga. Qui exploitait l'or là-bas? N'est-ce pas la CRP
de Thomas Lubanga que vous soutenez, qui est votre allié, en mettant un certain Baraka Amos qui pillait l'or, qui ramenait l'or à l'étranger. Le lieutenant-général Luboya, avec toute son équipe, viennent de restaurer l'autorité de l'État là où vous volez. Lors de cette rencontre, le gouvernement militaire a réuni les commandants d'unités qui mènent des combats sur plusieurs fronts en Ituri. Un hommage solennel a d'abord été rendu aux soldats blessés et ceux tombés armés à la main. Le lieutenant-général Luboya Chamadjoni a félicité ses compagnons d'armes pour leur courage et leur détermination face aux groupes armés. Ensuite, aux côtés des officiers généraux et supérieurs des FRDC, les commandants d'opérations militaires a apporté ce soutien moral à ses frères d'armes blessés et internés à l'unité médicale d'intervention rapide, Imiron Sigle. Félicitations, félicitations. Voilà les gens de combattants dont on a besoin. Vraiment, félicitations. Courage, courage, courage. Courage, vraiment, ça va aller. Le gouvernement militaire s'est rendu également au secteur opérationnel Ituri. Là-bas, un bilan à mi-parcours des opérations lui a été présenté. Nous avons au total 135 armes AK. Et nous avons 3 pièces RPG-7. Nous avons 3 pièces de PKM, 2 projectiles de 40 mm avec une pièce de projectile de 40 mm. Nous avons 357 munitions de AK-47, 7,62. Et nous avons 377 coups de PKM. Dans cette première phase des opérations menées contre la CRP Zaïre de Thomas Lubanga allié au M23, plusieurs miliciens ont été neutralisés. Des localités stratégiques et des sites miniers sont désormais sous contrôle des FRDC. Également, la réouverture des axes routiers Solenyama, Iga-Barrière, Lopa, Jina, Nizi, Mabanga restaure tacitement l'autorité de l'État. Un vœu profond du chef suprême des armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors Pascal Machimba, on a parlé des assises de l'Afrique du Sud. Est-ce que la RDC ne va pas regretter d'avoir brillé par son absence à ces assises qui ont parlé de la paix, alors que nous voyons certains opposants applaudir la qualité de ces assises? Madame, je vous ai dit en prélude que ce ne sont pas ce sont des traîtres. Et le pays peut, les Congolais peuvent connaître aujourd'hui, qui est traître, qui combat ce pays. Tous ceux qui sont allés en Afrique du Sud sont des traîtres. Ah bon? On ne peut pas aller là-bas pour trahir le pays. On pouvait former un tout autour du chef de l'État. Parce que si nous ne savons pas reconnaître les qualités d'un homme, de notre président, nous sommes des ingrats. Ah bon? Qui dans ce monde pouvait oser, rien que jaloux de son pouvoir, pouvait oser s'attaquer à la communauté internationale, dénoncer la communauté internationale, s'attaquer au Rwanda, dénoncer le Rwanda pour dire « j'exige la justice de mon pays ». À l'époque de Kabila, on n'a jamais entendu ça. Moi, je connais, j'étais député national. Le ministre Chibanda faisait le tour de salon diplomatique pour aller pleurnicher. Ah bon? Il n'avait jamais condamné Kagame. Donc le ministre Chibanda, qui était en son temps ministre des Affaires étrangères, oui, partait pleurnicher. Pleurnicher, dites à Kagame d'arrêter, dites à Kagame d'arrêter, mais il n'avait jamais dénoncé que Kagame envahit et tue le peuple congolais, vole le pays. Il n'avait jamais dit ça. Mais aujourd'hui, vous avez le président Tshisekedi qui a le courage de dire. Mais alors, si en son temps, le ministre de Kabila partait pleurnicher, par quelle magie aujourd'hui, Kabila, qui a vu son ministre aller pleurnicher pour son peuple, Kabila devient numéro 1 du M23 ou quoi là? Donc, par quelle magie cela est arrivé alors? Madame, c'est la question qu'il faut se poser. Lui qui croit, qui a dit qu'il combattait le M23, mais aujourd'hui,
il est accueilli avec pompe par le M23. Est-ce qu'on peut accueillir un ennemi? Quand on accueille quelqu'un, ça veut dire que c'est son compagnon. Un proche, c'est son compagnon. On a de bonnes relations. On a de bonnes relations. Et pourquoi il peut avoir de bonnes relations avec le Rwanda? Parce qu'en réalité, ce n'est pas le M23, ça n'existe jamais. C'est le Rwanda. C'est le Rwanda. C'est le Rwanda qui est là avec son armée, qui pille, qui tue notre pays. Alors aujourd'hui, il y a cette démarche du couple ECC-SENCO pour un dialogue. Et ce dialogue, nous avons même vu la semaine quand la MOUCA a rencontré Jean-Pierre Leroy. La MOUCA a donc soumis un mémorandum à l'ONU pour un dialogue inclusif et un cessez-le-feu dans l'Est de la République démocratique du Congo. Est-ce une solution pour la paix? J'ai beaucoup de respect pour nos hommes de Dieu. J'ai beaucoup de respect, mais je crois que ce que nos hommes de Dieu sont en train de faire, c'est ridicule. Donc c'est que les CC et la SENCO? Oui, tout ce qu'ils font là, c'est ridicule. Ridicule parce que eux, ils pouvaient soutenir les efforts du chef de l'État. Au moins, ils ont eu quelqu'un de courageux. Mais par cette démarche, ils affirment soutenir les efforts du président de la République. Leurs démarches sont contre la vision du peuple congolais. Leurs démarches sont contre la démarche du chef de l'État. Le chef de l'État est clair. Le dialogue, oui, mais un dialogue que moi-même, je vais convoquer. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas que la communauté internationale, au moins les bourreaux de la République démocratique du Congo, qui sont au niveau de la communauté internationale et de l'Afrique, puissent encore infiltrer le dialogue congolais. Ils aiment un dialogue purement congolais, pur, non infiltré, non inféodé, pour trouver des solutions et des vrais aux problèmes de notre pays. On ne veut plus encore l'immixtion des forces du mal qui sont là pour nous piller. Et tous qui combattent aujourd'hui le président Tshisekedi, c'est parce qu'il a mis la main là où il pillait. Allez au Katanga, allez à l'Est, allez sur Google, tapez simplement chaque pays. Vous allez retrouver que chaque pays, de tous les pays occidentaux, de tous les pays, n'importe lesquels, exploite toujours au Congo. Et pille le Congo. Donc, tire profit des ressources de la RDC, mais pas de la bonne façon, c'est ça? Mais il pille. Il pille. Voilà, c'est ça la guerre que le président de la République livre contre tous ces gens. Et c'est pourquoi on le diabolise. Et dans le pays, ceux qui ne sont pas intelligents, nos frères qui se disent opposants, ils composent avec les ennemis pour décourager les lents. Et vous parlez de qui? Parce que nous avons Moïse Katumbi qui n'attend que ce dialogue, les partis de Batata, nous avons la MOUCA, nous avons les FCC. Pour eux, la solution ne passe que par le dialogue proposé par le couple ECC-SENCO. Quand vous me parlez de tous ces gens-là, à l'époque de Kabila, pourquoi ils n'ont pas organisé ce dialogue-là? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Et ils veulent maintenant le faire aujourd'hui parce qu'ils avaient la gestion du pays. Pourquoi ils n'ont jamais organisé ce dialogue? Non, mais même la Bible dit, non? La Bible dit quoi? Clair. Ce que vous voulez faire à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Faites-le aussi pour vous-même. À l'époque, il fallait organiser tous ces dialogues avec la communauté internationale, ils ne l'avaient jamais fait. Et c'est seulement aujourd'hui qu'ils veulent le faire. C'est parce qu'ils savaient qu'ils ne peuvent pas le faire parce qu'avec tous ces gens, ils ont des complicités, machin patati. Mais aujourd'hui, ils veulent le dialogue, pourquoi? Ils veulent le dialogue parce qu'ils trouvent que le chef de l'État ne cède pas les richesses du pays. Et ils veulent que leurs hommes récupèrent les richesses. Et qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Non, nous voulons entrer pour vous donner tout ce que Tshisekedi vous a arraché. C'est ça le dialogue. Ah bon? Mais oui. C'est tout ce qu'ils font. Même quand ils parlent avec
Tabombeki, tout ce qu'ils font là-bas. Le soutien de Macron et tous ces gens-là, c'est quoi? C'est récupérer tout ce que le chef de l'État a ravi. Comme ça, nous revenons pour vous donner ce que Tshisekedi vous a ravi. C'est cela le sens de leur dialogue. Avec dedans nos hommes de Dieu. Vous aviez suivi. J'ai beaucoup de respect pour notre cardinal qui arrive au Rwanda et qui félicite la personne qui... sa gratitude envers le président rwandais pour Kagame. Et quand il le félicite, derrière lui, sous ses pieds de cardinal Ambongo, il y a du sang de Congolais. Il piétine sur les tombeaux de Congolais. Tombeaux de Congolais tués par les soldats de Kagame. Et un type comme ça, vous allez le féliciter, madame. Est-ce que vous avez tout le sens sur vous? Il y a un problème. Il y a un problème. Beaucoup de chrétiens catholiques n'acceptent pas sa démarche. Ils le respectent parce qu'il faut honorer les hommes de Dieu comme nous tous nous l'honorons. Mais quant à sa manière de gérer la chose, ils ne partagent pas son point de vue parce qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'un père de famille puisse composer, puisse féliciter celui qui tue ses propres enfants. Mais lui, il affirme toujours qu'il est du côté de faibles. Il défend dans tout ce qu'il fait, il est en train de défendre les faibles. Mais il nous en a donné la preuve, non? Quand il a félicité le président rwandais, il a prouvé qu'effectivement, il est du côté des faibles. Parce que l'Église est apolitique. Il est avec les faibles qu'on tue quand il l'a félicité. Je vous félicite. Il l'a encore encouragé pour qu'il entre, qu'il tue, qu'il égorge. C'est cela. Alors aujourd'hui, nous avons la démarche de Doha, nous avons la démarche de Washington, qui les Congolais attendent de ces deux démarches une paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais malgré la signature de l'accord de principe, malgré la signature de l'accord de Washington, sur terrain, on ne sent pas du coup l'impact parce qu'on continue de tuer les Congolais. Est-ce que la paix passera par cette démarche? Les efforts de Doha et des États-Unis, madame, c'est de cette manière qu'on résout les difficultés, les conflits armés. Ce n'est pas aussi automatique. Dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas aussi automatique. Mais ce sont des efforts qu'il faut soutenir. Il faut vraiment soutenir. Je crois que c'est un processus. La paix est un processus. Ça va mutatis mutandis. Mais pendant ce temps, on ne peut pas croiser les bras parce que nous avons été à Washington, l'ennemi progresse, nous le laissons progresser. Non, nous n'allons pas le laisser progresser. Mais il arrivera un temps où on va mettre en application cet accord parce que les États-Unis sont impliqués et il y a une étape où ils pourront intervenir avec la force militaire, avec la force sécuritaire pour faire appliquer les résolutions qui ont été adoptées. Alors, merci beaucoup Pascal Machimba. C'est complètement fini pour ce numéro de Info 7. Alors, vous avez quelques minutes pour vous adresser à la population qui vous a suivi ce dimanche dans ce magazine. J'encourage notre population qui continue à soutenir les efforts du chef de l'État. Je l'invite à aller plus bas. Le chef de l'État a une vision salvatrice pour notre pays, mais sa mission n'est pas facile. Au même moment qu'il se bat pour organiser le pays, à l'interne, il est en même temps combattu par les forces du mal. Les forces du mal, comme je l'ai dit, les forces du mal de l'ancien régime qui ne veulent pas le laisser travailler facilement. Donc partout, il a du pot de banane, partout on le combat pour qu'il ne réussisse pas le mandat de délivrer ce pays. Ah, délivrer ce pays? Oui, il doit le délivrer des forces du mal. Parce que c'est un pays qui est sous l'emprise des forces du mal. Qui pillent, qui tuent, qui font tout. Et même quand on a parlé
de salaire. Pourquoi? C'est dans notre pays où vous verrez que un militaire qui fait une année, 2 ans sans salaire, un policier, tout ça, ça a été bien voulu pour démotiver, décourager toutes les forces vives à ne pas concourir aux efforts de reconstruction de notre pays. Mais suivons tous le chef de l'État, suivons-le, soutenons-le, et nous allons ainsi développer notre pays. Alors merci bien, Pascal Mashimba, vous l'aviez dit tantôt que le processus en cours pour la paix dans l'Est de la RDC vont ouvrir une voie à la révision de la Constitution. Certainement oui, parce que beaucoup de dispositions ne pourront pas s'aligner sur l'accord de paix. Il y a par exemple les trucs de mixage, il y a par exemple beaucoup d'autres choses qui sont gouvernées par l'actuelle Constitution, mais qui doivent être ôtées du pays. Et pour les ôter toutes ces choses, il faut reviser les dispositions qui sont incompatibles avec l'accord. Alors, avant cette guerre, bon, la guerre, bien sûr, on en parlait, mais avant le carnage de Goma, il y avait une campagne qui avait commencé pour la révision de la Constitution de la RDC et que certaines personnes pensaient qu'avec cette insécurité grandissante, on allait mettre des côtés. Donc, le débat reste. Non, mais écoutez, la révision de la Constitution, c'est un processus que le chef de l'État veut lancer. Du coup, il y a eu la guerre. Le carnage. Et quand il y a la guerre, d'abord, on s'occupe de la guerre. On va revenir pour... Donc, le débat, il est toujours là. Le débat est là. Le débat est là. Et vous l'aviez soutenu? Et moi, je soutiens la révision de la Constitution. Parce Pourquoi? Mais regardez, tout ce qui a été construit, c'était pour garder notre pays dans le sous-développement. Tout. Tout. Avec l'implication et... pas l'implication, mais la complicité de la communauté internationale. Il fallait tout faire pour garder le pays dans le sous-développement. Et même le code minier et tout ça, vous allez voir que tout a été conçu pour que les bourreaux internationaux et africains puissent nous piller. Justement ça. Voilà pourquoi il faut réviser beaucoup de choses. Alors merci beaucoup. Madame, Messieurs, je rappelle que notre invité de ce jour, Pascal Mashimba, est député honoraire et membre de la FDCA des Modestes Bahati. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, madame. Avec le plaisir de vous revoir prochainement ou de vous retrouver prochainement sur ce plateau. Merci, madame. Alors, madame, messieurs, c'est complètement fini et c'est l'heure Info. C'est une émission de Congo Web Télévision. Info, c'est votre émission. Info, c'est notre émission. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la chaîne Haute Définition. N'oubliez pas de nous contacter par des voies habituelles, de nous écrire. La porte de Info 7 reste grandement ouverte. Au revoir.